Alors, on ne s'est pas synchronisé, mais je vais vous parler aussi de code, de loi et de politique. Ça fait un peu plus de 6 ans que j'enseigne, et de façon récurrente, j'ai à répondre à cette question. Et c'est loin d'être évident. C'est très très loin d'être évident. J'ai à répondre à cette question et à des gens qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est qu'un dev et n'ont pas la moindre culture informatique, ce qui me plonge depuis des années dans une situation de doute absolu face à un public qui doute aussi, et un public qui est concrètement les jeunes qui demain dirigeront ce pays, enfin s'ils continuent à tourner tel qu'ils tournent aujourd'hui. Pendant très longtemps, ce public-là a considéré les développeurs comme cette séquence extrait de la première série télé qui a parlé correctement des hackers, c'est-à-dire des gens qui font de la tech dans un coin et qui ne dérangent pas. Et puis, depuis quelques années, les startups sont devenues très très à la mode, et on en fait énormément dans les écoles de commerce et les écoles de sciences politiques. Et tout d'un coup, le développeur a pris une autre caractéristique aux yeux de ces gens-là. C'est devenu un mec un peu fantasque qui fait des trucs et qu'il s'agit de manager pour qu'il fasse des trucs qu'on lui demande de faire. Ce qui n'est pas beaucoup plus malin, d'autant plus que tous ces gens-là me prennent moi-même pour un développeur, alors que fondamentalement, la dernière fois que j'ai maîtrisé un langage de programmation, j'avais 18 ans, j'étais en prépa, c'était en 1988 et c'était Turbo Pascal. Depuis, j'ai jamais vraiment maîtrisé un langage de programmation et personne ne voudrait de moi comme codeur. Dieu merci. À commencer par mes associés. Malgré tout, il faut que j'explique à des dizaines et des dizaines d'élèves chaque année ce que c'est que l'informatique, ce que c'est qu'Internet et ce que sont les développeurs. Et c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Ça me permet en général de me raccrocher à des petites phrases qui me permettent de créer des ponts entre la politique et l'informatique. L'une de mes préférées, c'est celle-ci, d'Arthur C. Clarke. Il faut garder en tête que l'information, au sens de la donnée brute, c'est-à-dire au sens de ce que traite un SI, n'est pas la connaissance, que connaître ne permet pas de ressentir, et que ressentir ne permet pas de prédire. Mais l'information reste à la base de tout. Si on réfléchit à ce processus cognitif, c'est le saint graal de l'informatique. C'est après ça qu'on court depuis des décennies. Et on y arrivera forcément un moment. Mais c'est également le saint graal de la politique. Si vous n'êtes pas en mesure de maîtriser ce processus cognitif, vous ne pouvez pas faire de politique. Du côté des politiques, ça ne vous a pas échappé, on est dans une situation de profonde incompréhension du monde contemporain. Ils sont profondément largués, essentiellement parce qu'il y a trop d'informations qui arrivent et qui n'arrivent pas à en faire sens. Donc ça bloque dès le démarrage du process. Ça bloque entre s'informer et connaître. Déjà, à ce niveau-là, ils n'y arrivent plus. Pour le reste, agir, prédire, tout ça, complètement en panne. Et force est de reconnaître que dans ce rapport entre l'informatique et la politique, dont le mode d'action est le code et la loi, pour ce qui est de transformer la société dans laquelle on vit, pour ce qui est d'avoir une prise sur cette société, d'adresser ces problèmes, clairement, l'informatique a pris le pas, et l'informatique a pris le pas depuis un bon bout de temps. Ça fait en pratique, 2 décennies, qu'on est rentré dans une ère où le code, c'est la loi. C'est criant aujourd'hui, hein, c'est une évidence pour tout le monde aujourd'hui, mais au final, ça fait déjà un bout de temps. Ça fait déjà un bout de temps. Ce qui est criant aujourd'hui, c'est que tout le monde, en dehors du monde de l'informatique, s'en aperçoit. Alors qu'il y a encore 10 ans, il n'y avait guère que les gens qui étaient des initiés pour réaliser à quel point l'informatique était en train de changer le monde. Le code, c'est la loi, pas au sens de la loi qui est appliquée dans les tribunaux, au sens de la loi qui est écrite à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'essence même de la politique.
l'endroit même où on essaye, jour après jour, d'écrire des textes qui vont avoir un impact sur la société, ou qui tentent d'avoir un impact sur la société. En ce moment, on essaye d'écrire un texte sur le travail. C'est loin d'être évident. Et clairement, le code que vous écrivez tous les jours a beaucoup plus d'impact sur la société que la loi qu'écrivent nos députés tous les jours. Beaucoup plus. Le code, en pratique, façonne nos sociétés depuis des décennies. Et c'est assez facile à juger quand on commence à avoir quelques décennies. Moi, j'ai 45 ans. Il suffit de comparer l'état de l'art quand j'étais gamin et aujourd'hui. J'étais déjà très familier avec l'informatique quand j'étais gamin. Mon père travaille au CERN et a travaillé sur des projets comme Grid Computing. Donc j'ai été élevé par un énorme geek. Ça me permet de voir à quel point la société dans laquelle je suis né, dans laquelle je travaille, sur laquelle j'essaye d'avoir un impact, a évolué sous le coup et de la loi et du code ces 20 dernières années. Et la façon dont un terme pompeux qui s'est vidé de son sens et qui s'appelle la République a profondément évolué ces 20 dernières années, notamment sous l'impact du code. Si on prend ces 3 valeurs fondatrices de la République, lourdement vidées de leur sens ces dernières années, et qu'on les analyse les unes après les autres, si on prend juste la liberté, par exemple, il est évident que les réseaux sociaux ont apporté, en termes de liberté d'expression, quelque chose de spectaculaire par rapport à tout ce que la politique a pu apporter à la liberté ces 20 dernières années. Après, d'un point de vue géopolitique, c'est particulier, parce que ce n'est pas notre liberté d'expression. Il n'y a pas vraiment de liberté d'expression en France. Elle n'est pas dans la Constitution française, elle n'est même pas dans le droit. Si on atteint votre liberté d'expression, vous êtes un peu démunis d'un point de vue juridique, et vous ne savez peut-être pas, mais il y a à peu près 200 lois qui restreignent votre liberté d'expression. Surtout maintenant que, grosso modo, le droit de la presse applique à peu près n'importe quel d'entre nous. La liberté d'expression qui est arrivée à travers Facebook et Twitter, c'est le premier amendement de la Constitution américaine. C'est-à-dire que là, très clairement, on est dans une problématique de géopolitique, d'un droit exogène au droit français qui est venu s'imposer dans les mœurs de la société française. Les Américains, ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils ont déjà exporté très massivement leurs entreprises et leur culture de façon extrêmement efficace au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Rappelez-vous, hein, les GIs, grosso modo, amenaient du chewing-gum et du Coca-Cola, et ça n'était qu'un début. Mais aujourd'hui, les Américains attaquent le monde occidental, et bien au-delà, il suffit de regarder le printemps arabe, avec des outils qui offrent la liberté d'expression à l'américaine, à tout le monde, avec des conséquences qui peuvent être très disruptives. Souvenez-vous, la Tunisie. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un véritable assaut géopolitique, une fois de plus, de concepts américains relatifs à des droits qu'eux considèrent fondamentaux et qui nous ont jamais vraiment souciés plus que ça. Il a fallu attendre Facebook et Twitter pour s'apercevoir qu'en France, on n'avait pas vraiment la liberté d'expression. Et on est sous domination américaine pour ce qui est de la liberté d'expression, pour le meilleur et pour le pire. Et on va voir le meilleur comme le pire. Si on regarde l'égalité, là encore, le code a apporté énormément. Quand j'étais gamin, comme beaucoup d'entre vous dans cette salle, j'ai eu un ZX 81, un Commodore 64, un Apple II, enfin tous ces trucs-là. Ben pour s'informer, il fallait passer par ça. Un kiosque. C'était pas très pratique, mais dans le métro, les plus vieux d'entre vous dans cette salle s'en souviennent, on avait tous des journaux en guise de téléphone. On faisait à peu près la même chose, si ce n'est qu'aujourd'hui, on le fait d'une façon infiniment plus efficace et égalitaire. Tout le monde a accès à une quantité faramineuse d'informations. Absolument faramineuse. Avant, il fallait avoir les moyens de se payer un journal, il fallait choisir un journal qui était forcément un billet, et c'était finalement réservé à une petite élite. La masse s'informait sur les JT, avec une information d'une qualité plus que piètre, bien pire qu'aujourd'hui, c'est dire. Si je voulais participer à ce concert d'information, il fallait que j'investisse dans une imprimerie, un réseau de distribution, enfin c'est juste pas possible. Alors qu'aujourd'hui,
petit coup de FTP, une configuration de WordPress, et hop, je peux m'adresser à la Terre entière. C'est un changement absolument spectaculaire. En termes d'égalité, c'est incroyable. Absolument incroyable. En une génération, il n'y a jamais eu de progrès démocratique aussi profond, et c'est intégralement le fait du code. Si je voulais accéder au savoir, bah, j'allais dans une bibliothèque comme celle-ci, comme tous les étudiants de ma génération, et c'était pareil, il fallait se déplacer, c'était lent, c'était pas très coûteux pour le coup, mais pas très pratique. Aujourd'hui, j'ai absolument pas besoin de me déplacer, je peux faire ça en peignoir de chez moi, et j'ai accès à infiniment plus d'informations que ce que la bibliothèque Sainte-Geneviève m'offrait quand j'étais gamin. Sans même parler de Google, où je peux fouiller le moindre recoin de l'Internet. Enfin, en dehors du Deep Web, du Dark Web et de tout ce qui fait fantasmer les journalistes. C'est un changement absolument dingue. Absolument dingue. En termes d'égalité des hommes face à l'information et à l'accès à l'information, c'est un changement majeur. Majeur et qui n'est lié qu'au code. Si on regarde l'égalité face à la culture, qui est un grand thème des politiques depuis 30 ans. On dépense plus dans le budget de la culture que dans le budget de la justice. C'est dire les valeurs de la République française. Et bien malgré tout, en culture, quand j'étais gamin, on achetait ça, ça coûtait une fortune, ça s'usait vite, c'était pas d'une qualité extraordinaire, et puis il y a des petits malins qui ont fait des algorithmes, et poum, on a vu arriver une génération avec une culture musicale absolument dingue. C'est courant de trouver des gamins de 20 ans aujourd'hui qui sont des encyclopédies du jazz ou d'autres choses, ou de musique classique et de jazz et de rap et de... C'est courant. Alors que dans la génération précédente, en dehors des cas très particuliers où papa, maman avaient une bibliothèque, une CD-tech, une discothèque absolument spectaculaire qui permettait aux gamins d'avoir une vraie culture musicale, c'était quand même extrêmement réduit. Quelques dizaines, quelques centaines d'albums, ce qu'on peut télécharger en l'espace de quelques dizaines de secondes si on a la fibre à la maison. En termes de fraternité, là encore, le code a radicalement fait évoluer les choses en une génération. L'exemple le plus frappant, c'est l'open source. L'open source, c'est aller bien au-delà de ce que les plus grands fantasmes en matière de politique ont pu promettre à ma génération. L'open source domine totalement le développement informatique aujourd'hui, je ne vous apprends strictement rien, mais l'open source a complètement redéfini l'essence même du capitalisme. Ce qui était une des promesses qu'on a faites à ma génération quand on était jeune, qu'on a faites en 2012, quand on a élu l'actuel président de la République. Concrètement, si vous vous souvenez de vos cours au collège, enfin au lycée, pour ceux qui sont intéressés un peu à la politique, pour Marx, le capital, qui appelle le capital productif, est constitué d'un part du capital constant, c'est-à-dire l'usine, et d'autre part le capital variable, les ouvriers. Si vous regardez ça à la lumière de l'open source, le capital constant, de plus en plus, est un bien commun, c'est le code open source disponible. Le capital variable est de plus en plus délégué à une communauté. Donc on a véritablement rendu Marx obsolète, dépassé Marx, en allant dans son sens. Si vous regardez en termes d'accès au capital, si on trace une ligne de temps de ces 20 dernières années, par exemple, et le capital disponible pour les wannabe capitalistes qui auraient besoin nécessairement pour produire de la valeur de capital, on est resté en capitalisme, au cas où ça aurait échappé à certains. Très concrètement, le capital disponible ne cesse d'augmenter, forcément. Plus on fait d'open source, plus on a d'open source, plus on a de capital disponible. Ça, là encore, redéfinit complètement les paradigmes édictés par Marx. Aujourd'hui, on a une situation où la barrière à l'entrée d'un point de vue capitalistique, pour peu que vous sachiez faire du développement, est de plus en plus basse. Vous avez des tonnes de code disponibles pour faire des tonnes de trucs. La seule limite, c'est votre imagination, mais c'est certainement pas le code disponible aujourd'hui. On a un stock qui est incroyable. Si on appliquait cette logique à un monde autre que celui du développement, on serait dans un monde où vous pourriez débarquer dans une banque avec n'importe quelle idée en tête et obtenir un emprunt bancaire d'une taille considérable juste en demandant poliment à votre banquier.
C'est ça le monde de l'open source, hein. D'un point de vue économique, c'est d'une disruption majeure. On a radicalement changé les modes de production. Alors bon, ça date pas de mon enfance, hein. Ça, c'est vraiment une image plus germinale des modes de production. Il y a une génération, on en était là au mode de production. L'open space, grosso modo, l'usine appliquée au secteur tertiaire. En une génération, on est passé de la cathédrale au bazar, on a radicalement changé, là encore, le mode de production. Et là encore, dépassé l'une des choses auxquelles s'opposait Marx. Maintenant, c'est bien gentil, on a fait plein de choses, enfin vous avez fait plein de choses, moi j'ai pas des masses codées ces 20 dernières années, heureusement. Malgré tout, tout n'est pas si rose. Il y a certes des côtés très très positifs dans le changement, fût-il contraire à la loi, hein. Je pense notamment à l'accès à la culture qui s'est fait contre la loi, mais qui malgré tout a bénéficié à une génération tout entière. Il y a aussi des côtés très obscurs dans ce que le code a apporté à la marche du monde. Et ce côté obscur, il va révéler un aspect un peu sombre du rapport du politique et de l'informatique, qui est merveilleusement symbolisé par Edward Snowden. Et là aussi, il y a une volonté politique d'impact sur le code, et très clairement un impact très très lourd sur la marche du monde et sur la façon dont les sociétés vont se constituer, réassembler dans les 20 prochaines années. On n'est absolument pas à l'abri en France, hein, ça n'aura échappé à personne. On est exactement dans la même situation, peut-être même pire, en termes de politique internationale par rapport aux Américains qui ont le mérite de ne pas trop exporter leurs saloperies. Et on fait face, les politiques comme les développeurs, à un énorme problème, un immense danger, qui peut même nous faire risquer une sortie de route aux politiques comme à l'informatique. Et ce problème, c'est l'effondrement de la confiance. La confiance s'effondre dans la société française. On mesure ça à Sciences Po régulièrement. Ça, c'est la dernière mesure qui date de janvier. Donc, on avait 55% des Français qui ne faisaient pas confiance aux grandes entreprises, 55% Français qui ne faisaient pas confiance en banque. Ça a été fait avant les Panama Papers. Je préfère préciser. 70% des Français qui ne font pas confiance aux syndicats, 75% des Français qui ne font pas confiance aux médias, 87% des Français qui ne font pas confiance aux partis politiques. On en est là. On en est là, c'est un énorme problème parce que la confiance, c'est la base de la démocratie, de l'économie, du commerce, des finances, de la monnaie et de l'informatique. Si vous n'avez pas de confiance, vous n'avez pas tout ça. Ça laisse une responsabilité gigantesque au monde du développement. Vous avez vu ces dernières années, probablement bien rigolé, quand vous avez vu les politiques dont le taux de confiance s'effondrait, dites-vous que vous n'êtes absolument pas à l'abri. Il y a le même danger, la même épée de Damoclès, et qui a déjà commencé à tomber. Et il ne s'agit pas tant de protéger des valeurs, il s'agit également de protéger une économie tout entière sur laquelle on repose tous, vous comme moi. Cette économie, elle est déjà très largement atteinte par cet effondrement de la confiance. Aux États-Unis, on est passé d'une vision du cloud très bisounours à quelque chose de beaucoup plus problématique. On a rafistolé des lois récemment pour permettre de faire en sorte qu'on continue comme si de rien n'était, mais on sait tous que ça va finir par s'effondrer. Et Forrester récemment a estimé la perte liée aux révélations de l'affaire Snowden à 180 milliards de dollars. C'est le PIB du Gabon, du Népal, du Honduras. C'est un peu plus que la valorisation de la marque, juste la marque Apple. Ça vous donne une idée du poids des entreprises dans la marche du monde. Ça reste considérable. Ça, c'est le coût des révélations de l'affaire Snowden. Vous doutez que des révélations de ce type-là, il va y en avoir d'autres, et c'est notre économie qui est assise dessus. Pour ça, il faut impérativement établir et solidifier une confiance. Et la confiance, elle repose sur deux fondamentaux, la transparence et la sécurité, en politique comme en informatique. Alors la transparence, c'est assez facile, hein, c'est déjà réglé, c'est l'open source. C'est déjà ça, un problème de moins à régler. Là, c'est la sécurité.
La sécurité, c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème qui va nécessiter, comme l'open source, de repenser la façon de travailler. Il va falloir repenser l'organisation du travail, comme ça a été fait avec l'open source, passer de la cathédrale au bazar ou quelque chose de ce type-là, de façon à ce que le monde du développement et le monde de la sécurité repensent complètement leur collaboration et puissent travailler main dans la main. C'est loin d'être impossible, hein. On est en ce moment même en plein dans un mouvement où tout d'un coup, les devs et les ops ont repensé l'organisation du travail, repensent la collaboration, le tout grâce à un code, hein. Bon, ça ne surprendra plus personne à ce stade. Et on peut tout à fait imaginer pousser la réflexion plus loin et avancer vers un décloisonnement complet des esprits, des espaces, des mentalités et de la façon de travailler pour que tout ce petit monde travaille de concert ensemble et qu'on arrive à intégrer la sécurité au cœur du développement de façon à sécuriser notre avenir. Je vous remercie.